Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue sur notre émission de chaque semaine. Nous sommes aujourd'hui encore à analyse politique et je suis très heureuse de me retrouver encore avec vous, très contente d'être là. Vous savez, nous venons à cette émission, nous parlons de la Côte d'Ivoire, beaucoup de sujets, mais aujourd'hui, ce qui retient notre attention, c'est vraiment le président de notre pays. C'est le président de la Côte d'Ivoire, notre cher président, qui fait tous ses efforts pour que la Côte d'Ivoire soit un pays développé, qui fait tout pour que la Côte d'Ivoire soit un pays qui lutte au même titre que les grandes nations. Évidemment, quand on vous donne des stades aussi performants, quand on réussit à remporter une Coupe d'Afrique et que on apprend même parfois que la Côte d'Ivoire pourrait organiser la Coupe du Monde, quand on construit des ponts et des routes pour permettre la circulation facile des populations et des marchandises, croyez-moi, c'est vraiment quelque chose qui est énorme quand on regarde l'état de certains pays en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale. Le président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, a décidé de donner à son pays un nom. Il a décidé d'écrire le nom de la Côte d'Ivoire parmi les grandes nations de la Terre. Et on comprend aujourd'hui pourquoi il a fallu que le sang verse pour que M. Ouattara prenne le pouvoir, parce que il lui fallait ce pouvoir. C'est le pouvoir à tous les coups. Le pouvoir, tous les moyens sont bons pour y arriver. Et c'est cette politique-là qui a conduit le président Ouattara au pouvoir. Nous le savons tous, ce n'est plus un secret pour personne. Le chef de l'État est devenu président avec l'aide de l'armée française. On l'a tous vu, on a entendu des témoignages, même 20 ans après, il y a encore des gens qui viennent faire leur mea culpa, des gens qui n'arrivent pas à dormir, qui se sentent mal, peut-être persécutés par les fantômes de ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire, les jeunes gens, combien de milliers de jeunes qui sont morts sur l'esplanade de l'hôtel Ivoire, les milliers de personnes qui sont mortes à l'ouest, sans toutefois compter celles qui sont mortes à Abidjan même. Et donc, ces fantômes-là, certainement maintenant, de temps en temps, viennent hanter certaines personnes qui ont fait partie de ce complot contre la Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui viennent comme des repentants pour dire j'étais là, j'ai vu ceci, j'ai entendu dire ceci. Eh bien, le président Ouattara a pris le pouvoir après qu'il a été aidé par l'armée française. Et quand il arrive au pouvoir, eh bien, le président Ouattara s'engage dans une politique de récompense. C'est tout à fait normal. Quand on finit la guerre, on doit partager le butin. Et donc, le butin fut partagé. Tous ceux qui étaient avec le président Ouattara à l'hôtel du Golfe ont tous eu de très bonnes positions. Je crois que j'aurais dû aller à Abidjan pour me cacher là-bas aussi. Peut-être que j'aurais eu un petit poste, mais pas dans ces conditions-là en tout cas. Dieu merci pour moi. Et donc, le président Ouattara a distribué des postes à tous ceux-là qui lui ont été fidèles et qui sont restés enfermés à l'hôtel du Golfe avec lui pendant tout ce temps. Nous le comprenons, c'est tout à fait normal. Le président Ouattara, qui a eu 3 mandats bien comptés et qui a été bien servi, personne ne l'a dérangé. Il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas eu de rébellion, il n'y a pas eu un petit bruit dans le pays pendant tout son temps au pouvoir. Il a eu le temps de gérer, de faire tout ce qu'il voulait. Il a eu le temps aujourd'hui d'arriver au stade de ce qu'on appelle nana, c'est-à-dire qu'il est devenu maintenant un nana en Côte d'Ivoire, à la limite un suzerain ou un roi qui domine à la tête d'un royaume qui ne veut pas lâcher, mais qui veut céder. Parce que vous savez, dans la royauté, on ne donne pas le pouvoir à qui que ce soit, on le cède par lien de sang, donc soit les enfants, soit le frère, etc., etc. Donc,
Aujourd'hui, le président Ouattara est là. Alors, pourquoi nous disons tout ceci? Nous disons ceci parce que nous avons remarqué que le président Ouattara a mis l'accent sur le développement de la Côte d'Ivoire et non pas sur le développement de la mentalité ivoirienne, à commencer par le président Ouattara lui-même. Le président Ouattara a mis en place un système démocratique biaisé dès le départ et il le sait très bien, puisqu'il sait très bien ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut, et donc encouragé par tous les mangeurs de la République qui sont autour de lui, le chef de l'État a pris sur lui de transformer la Constitution en 2016 en accusant M. Feu, le président Henri Konan Bédié, d'être celui qui a proposé ce changement. Il n'y a pas de problème, les Ivoiriens ont acquiescé, elle a été changée et on a enlevé la limite d'âge. Si je ne me trompe pas, je crois qu'en 2018 encore, cette même constitution a été revisitée. Alors, on nous parle souvent ici du deuxième mandat de la troisième République, mais je pense qu'on devrait nous parler plutôt du premier mandat de la quatrième République, puisque le président Ouattara a retouché encore la Constitution en 2018 et nous savons qu'une fois que la Constitution est touchée, on parle de nouvelle République. Donc, on est certainement dans la quatrième République sous le président Ouattara. Donc, c'est tout à fait normal que dans son esprit à lui, qu'il soit en train de briguer le premier mandat de sa vie. Voilà, c'est son premier mandat. Il sera candidat en 2025. Vous savez, on nous a entretenus dans ce flou depuis longtemps. Nous avons vu aujourd'hui, après ce que le président Ouattara a dit, il a donné quelques petites réponses à tous ces détracteurs, les gens qui, comme nous autres, pensons qu'il doit passer le relais parce qu'il est assez fatigué. Il mérite d'avoir une bonne retraite. Il mérite de se reposer. C'est tout à fait normal. Il nous répond pour nous dire qu'il est encore très valide. Voilà. Il va très bien. Il n'a aucun problème. Il nous rappelle qu'il a beaucoup de projets pour la Côte d'Ivoire et il tient vraiment à accomplir ses projets. D'ailleurs, qui peut le blâmer? Monsieur Ouattara a commencé le métro, n'est-ce pas? Il a commencé le métro de la Côte d'Ivoire. Le métro n'est pas encore prêt. S'il n'est plus au pouvoir, il n'est pas sûr que le prochain président va continuer les travaux du métro, puisque c'est une idée qui est sortie de lui, son esprit. Donc, s'il n'est plus au pouvoir, son esprit ne pourra plus fonctionner. Alors, le président Ouattara veut un quatrième mandat, si nous voulons appeler les choses par leur nom. Il veut un quatrième mandat pour continuer, terminer ce qu'il a commencé, qu'il a commencé depuis 20 ans. Il veut le terminer. Alors, vous savez, il a beaucoup de tactiques, le vieux père. Il a beaucoup de tactiques. Récemment, il a fait une proposition encore aux partis politiques par rapport au Conseil constitutionnel qu'il veut changer. Voilà. C'est-à-dire que même la composition actuelle du Conseil constitutionnel est une composition biaisée, mais elle ne satisfait toujours pas le président Ouattara. Vous comprenez pourquoi de temps en temps Chris Yapi l'appelle le despote, vous voyez, parce qu'il y a des comportements qui obligent les gens à utiliser certains mots pour vous. Avec tout le respect que nous avons pour le chef de l'État, nous croyons qu'il y a des choses qui, comme on dit chez nous, là, quand tu ne te respectes pas, les enfants ne vont pas te respecter. Il y a donc des choses qui font que le peuple est obligé parfois de manquer de respect à son leader, surtout quand le leader ne respecte pas sa parole. Voilà. Le Conseil constitutionnel, il est constitué en majorité des personnes que le président Ouattara choisit, puisque dans le Conseil constitutionnel, il y a 6 personnes, une personne, donc un membre est réservé au Sénat. Alors, le Sénat qui appartient en fait au RHDP, l'Assemblée nationale donne 2 personnes, l'Assemblée nationale qui a la teinture RDR, et puis le président de la République qui est le président du RDR donne 3 membres. Donc, 6 personnes dans ce Conseil constitutionnel, et toutes les 6 personnes sont des gens qui lèchent les mains du président Ouattara. Ce sont des personnes qui mangent dans la main du président Ouattara. Et quand on regarde l'Assemblée nationale contrôlée par le RDR, le Sénat contrôlé par le RDR et le président qui contrôle et le Sénat et l'Assemblée nationale
et la Côte d'Ivoire qui maintenant décide, qui a le droit de donner 3. Alors même si l'État en démocratie, vous savez que 3 passent contre, et il y aura toujours entre le Sénat et l'Assemblée nationale, même si on veut nous tromper un peu pour jouer le jeu démocratique, on est sûr qu'il y a une des institutions dont le membre va dire « moi je me mets du côté du président » et donc c'est biaisé dès le départ. Alors, quand on voit toutes ces choses, pardonnez-nous si nous sommes obligés de dire que le président Ouattara se comporte comme un despote, qu'il est en train de faire de la Côte d'Ivoire son petit royaume, et que certaines personnes finissent par dire mais il y en a marre. Qui est courageux en Côte d'Ivoire pour chasser ce monsieur par la force? Beaucoup d'Ivoiriens pensent cela, chasser Ouattara par la force. Mais est-ce que c'est la solution? Non, ce n'est pas la solution. Le président Ouattara a le devoir de revenir à lui-même. Il a le devoir de se relever, il a le devoir de se ressaisir, il a le devoir de réaliser qu'il doit lâcher le pouvoir. Il doit quitter le pouvoir. Il doit abandonner le pouvoir. C'est une obligation. Ce n'est pas une négociation. On ne lui demande pas pardon. On lui dit de quitter le pouvoir parce qu'il est fatigué. Même s'il lui pense qu'il est en bonne santé, mais quand il marche, nous tous on voit que son dos est tourné sur un côté. Ça, il n'a pas besoin de le dire. Ça se voit. Quand il fait tous ses voyages en France et que parfois il disparaît en Côte d'Ivoire pendant des semaines, parfois les Ivoiriens ne savent même pas si le président est là, on ne sait pas qui gère, mais en tout cas, ça se voit qu'il est fatigué et c'est normal qu'il se repose. Personne n'est éternel. Il ne pourra pas gérer la Côte d'Ivoire éternellement. S'il n'est pas là aujourd'hui, quelqu'un d'autre va faire le travail. Oufo-Boigny n'est pas là, lui, il est au pouvoir. M. Ouattara fait ce qu'il veut aujourd'hui au pouvoir. Oufo-Boigny n'est plus là. Oufo-Boigny ne voulait pas mourir. Il voulait diriger la Côte d'Ivoire. Il est mort au pouvoir. Alors, si le président Ouattara veut mourir au pouvoir, c'est une bonne chose, c'est un bon projet, c'est même un très bon rêve. Mais malheureusement pour lui, beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas d'accord avec ce rêve que nous trouvons un peu de trop. C'est un rêve un peu de trop. C'est un rêve dangereux pour la Côte d'Ivoire parce que c'est un rêve qui ne concerne qu'une petite partie des Ivoiriens, c'est-à-dire le cercle refermé, resserré du président Alassane Ouattara, le cercle de ceux qui mangent en ce moment. Et c'est dommage. C'est dommage qu'on réduise la politique d'un pays à un clan. C'est dommage. C'est dommage qu'on réduise ça à un clan, à un groupuscule, comme disait le général Guy Robert, un groupuscule mal intentionné. Oui, c'est dommage que la Côte d'Ivoire soit prise en otage par un groupe de personnes qui pensent qu'elles ont le droit de faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elles veulent. Mais ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai parce que la Côte d'Ivoire, là, elle appartient à tous les Ivoiriens et il faut permettre l'alternance politique. Le président Ouattara a parlé de la modernisation de l'armée. Moi, je ne sais pas ce qu'on veut dire par modernisation. Il a parlé, il veut nous dire que l'armée est moderne, l'armée ivoirienne est modernisée. C'est un mot qui ne nous dit pas grand-chose. Nous ne comprenons pas. Parce que qu'est-ce qu'on entend par moderniser? Est-ce qu'on veut nous dire que la Côte d'Ivoire a maintenant des armes? Parce que nous savons que la France avait dépouillé M. Laurent Gbagbo, qui lui aussi avait été très naïf pour libérer toute la cargaison d'armes qu'il avait, alors qu'il n'avait reçu aucune arme avant les élections. Voilà, c'est ça qu'on appelle les grands politiques en Afrique. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par moderniser? Est-ce qu'on veut nous dire que la Côte d'Ivoire a une armée moderne parce qu'on a recruté tous les dozos? Ou bien parce qu'on a recruté tous les petits forgerons, menuisiers, mécaniciens qui ont suivi le groupe et qui sont descendus sur Abidjan et qui ont réclamé. Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis. Ce que je suis en train de dire là, c'est documenté. On a vu comment ces jeunes gens
se sont levés en Côte d'Ivoire pour se plaindre, pour dire qu'on leur avait promis de les intégrer dans l'armée. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le président de la République qui l'a fait. Et c'est documenté, c'est écrit. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Heureusement qu'à notre époque aujourd'hui, nous avons les enregistreurs qui font que, effectivement, quand vous parlez, ça reste. Maintenant, on parle de la VAR. Hein? On peut aller regarder votre VAR. Voilà. Et en 2000, pour le mandat de 2020, le président Ouattara lui-même dit non, assez, c'est assez. Non, quand même, tout de même. Non, je me suis sacrifié, il s'est sacrifié. Là, il ne voulait pas être candidat, mais comme on lui a demandé, il se sacrifie 5 autres années. Ça, c'est le président Ouattara lui-même. Hein. Ce que nous disons ici, là, ce n'est pas nous qui l'inventons. On ne met pas de paroles dans sa bouche comme les dessins animés avec une bulle devant eux. Non, c'est ce que le chef de l'État a dit que nous répétons. Il dit que lui, Alassane Ouattara, il ne peut plus être candidat en 2025. Déjà, en 2020, c'était un cas de force majeure. Son poulain Amadou Gon, qu'il avait préparé, est décédé. Donc, il n'avait pas le choix. Alors, si le président Ouattara est encore candidat en 2025, ça veut tout simplement dire que le cas Gon Coulibaly n'était qu'un prétexte. Et si moi-même j'étais de la famille de Gon Coulibaly, j'allais exiger qu'on déterre le corps de Gon pour faire des enquêtes, pour voir s'il est mort d'une mort naturelle. Parce que on voit aujourd'hui que le président Ouattara veut être encore candidat. Alors cette fois-ci, il prend le soin de nous dire qu'il est en bonne santé, puisqu'il veut être candidat. Il prend le soin de nous dire qu'il va bien. Donc cette fois-ci, ce n'est pas un cas majeur. Voilà, c'est qu'il va bien. Il est en bonne santé. Il peut être candidat. Voilà. Voilà la Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2025. Nous sommes en janvier 2025. Et en janvier 2025, les mentalités continuent d'être les mêmes qu'elles ont été. On continue de vouloir tromper le peuple. On continue de vouloir mentir au peuple. On continue de vouloir fabriquer des choses pour convaincre le peuple d'accepter certaines attitudes qui ne sont pas du tout démocratiques. Mais alors, pas du tout démocratiques. Et c'est dangereux. Je voudrais dire bonsoir à M. Adjei. Sister Sarah, pardon. Bonsoir, M. Adjei. Oui. Bonsoir, Sister Sarah. Bonjour, pardon. Oui, c'est ça, c'est bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Ok, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Très bien. Comme un pays hospitalier, parce que nos parents, surtout nous, le peuple Kourou, et même le peuple Baoulé, Agni, on a reçu des gens, et c'est pourquoi la Côte d'Ivoire était appelée un pays hospitalier. Quand on est hospitalier, on a un bon cœur. On aime l'étranger. Et ça... Même nos frères du Nord aussi, hein? Oui, tout le monde. On a tous, oui, tout le monde. Et donc, la Côte d'Ivoire avait ce renom-là, l'hospitalité. Mais comment ça se fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation? Ça veut dire que ceux qu'on a reçus ont retourné la veste. Parce que personne ne peut se faire la guerre lui-même. Aucune personne. C'est pas parce que tu as reçu des gens chez toi que demain tu vas aller te poignarder. Si eux que tu as reçus là, s'ils n'ont pas fait quelque chose, toi tu ne peux pas aller te poignarder seul. Donc, ça veut dire que ce que nous vivons aujourd'hui là a une source. Et c'est notre hospitalité qui nous a mis dans cette situation là. Peut-être que certainement nous avons notre part de responsabilité. Mais qu'est-ce que vous pensez de façon précise du discours du président Ouattara? Vous savez, il a fait un discours pour le Nouvel An. Donc, c'est un discours très important. Discours classique, oui.
Non, Ouattara, il nous a dit qu'il est candidat d'une manière subtile, qu'il est encore en bonne santé, que tant que lui il est en bonne santé, il va continuer de violer la constitution ivoirienne. Parce que voici un peuple bizarrement, ils se disent des intellectuels, des diplômés, mais ils veulent bâtir un État sans constitution. Ils veulent bâtir un État où on ne respecte pas la constitution. Parce qu'ils veulent mourir, ils veulent s'accaparer du pouvoir. Ça, je ne sais pas si c'est culturel ou bien c'est quoi. Parce que quand on est intellectuel, on doit... C'est les lois qui régissent les êtres humains. Donc, quand on est intellectuel, la première des choses, c'est de respecter la loi que les hommes ont écrite, qu'ils ont entériné, qu'ils ont promulguée, c'est de respecter cette loi-là. Si on ne la respecte pas, c'est qu'on se met, on va dans la classe des animaux. Parce que les animaux, eux, leurs lois ne sont pas écrites. Oui, mais est-ce que vous savez que le président Ouattara sait très bien ce que vous êtes en train de dire? Puisque chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il passe des lois. Et justement, il ne les fait pas sans la loi. Il passe des lois, par exemple, pour justifier ce qu'il fait. Puisqu'il y a une révision de la Constitution pour enlever la limite d'âge, par exemple. Donc, il fait avec la loi, justement. Mais est-ce que cette loi est toujours une bonne loi? C'est ça la grande question. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ils ont cette manière de manipuler les gens, manipuler la loi fondamentale qui est la Constitution, créer le désordre, c'est-à-dire mélanger tout le monde. Parce que, regardez, j'ai vu une vidéo cet après-midi, quand j'étais au travail, où tous les anciens présidents là, se sont retrouvés dans une église. Bill Clinton est venu avec sa femme, Bush est venu, Al Gore était avec sa femme. Mais c'était tellement beau et quand tu les regardes, tu sens que ce sont des intellectuels. Voici des gens qui aiment, qui ont créé la loi et ils la respectent. Ils se disent, personne n'est au-dessus de la loi, nul n'est au-dessus de la loi. C'est la loi qui nous gère. Donc il faut la respecter. Mais bizarrement, les Africains sont des vagabonds parce qu'ils n'ont aucune classe. Ils vivent comme des animaux parce qu'ils ne respectent pas la loi. Un homme qui est agrégé, qui est PhD, qui ne respecte pas la loi, il n'y a aucune différence entre lui et l'hyène, ou bien le lion, ou bien le léopard. C'est un animal. Parce qu'il est dangereux. Et des gens comme ça, moi, je ne discute pas avec eux. Je suis un défenseur des droits de l'homme dans ce qu'on nous enseigne. Ce qu'on nous enseigne, c'est qu'il faut respecter la loi. Parce que là où les gens ne respectent pas les lois, il y a violation des droits de l'homme. Parce que c'est fait délibérément pour ses propres intérêts. Tu violes les lois pour violer les droits des autres, pour voler les biens des autres, pour violer les femmes des autres, les enfants des autres. Donc tu ne respectes pas la loi qui est écrite. Ça, c'est ce qu'on nous apprend dans la formation des consultants des droits en droit de l'homme. Donc moi, je ne dis pas, quand je viens dans un pays, ou bien j'ai un interlocuteur, je demande, est-ce que lui là, quelle est sa culture? Est-ce qu'il respecte les lois, il respecte la Constitution? Si on me dit non, il dit je ne suis pas avec lui. Ça, c'est moi ça. Obama. Vous ne pouvez pas discuter avec le président Ouattara. Je ne peux pas discuter avec lui parce que c'est un animal. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, sa parole, il ne connaît pas la parole d'honneur. Il ne connaît pas la parole. La parole est sacrée. Dieu a créé tout par la parole. Donc, quand un homme parle, il faut que la parole qui est sortie de sa bouche, là,
ait une valeur en une. C'est-à-dire, il y a la Côte d'Ivoire, mais il y a 2 Côtes d'Ivoire à l'intérieur de cette nation. Je l'ai toujours dit depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années. Là, je dis la même chose. C'est dans ça que nous sommes. Il n'y a aucune issue pour ceux qui ne sont pas au pouvoir. Eux, ils sont au pouvoir, ils manipulent tout. Ils ont créé la rébellion, ils ont fait la guerre post-électorale, ils l'ont gagnée. Ils ont envoyé les gens à la CPI. Quand on devait libérer les gens, ils ont fait des procès derrière eux, ils les ont condamnés, et puis ils ont retiré leurs droits civiques, et puis ils continuent, ils ont monopolisé tout. Dans cet état-là, on ne respecte aucune loi, la Constitution n'a pas de valeur, c'est ce qu'eux ils veulent, parce qu'ils veulent mourir au pouvoir, et donc, quand c'est comme ça, et puis ils ont la communauté internationale derrière eux, et la France et ses alliés, ceux qui l'ont mis au pouvoir. Donc, les gens sont venus faire la guerre à la Côte d'Ivoire pour les mettre au pouvoir. Ces gens, ça ne peuvent pas se mettre le doigt dans les yeux. Et donc, Ouattara profite de ça pour faire ce qu'il veut. Quand Babo dit il a parlé à l'ONU, mais c'est l'ONU et tout ça qui les ont mis au pouvoir. L'ONU, les CPI et tout ça. Donc, on peut aller se plaindre là-bas. Eux, ils voient la vérité, mais ce sont les intérêts de la France qui sont au-dessus de tout. Et donc... Alors, vous ne croyez pas, quand Babo dit qu'il a parlé à l'ONU, vous ne pensez pas que ça va aurait un effet? Je crois, mais le monsieur qu'on appelle Antonio Guterres, vous voyez, quand il y a eu l'histoire du Mali, quand Ouattara envoyait les mercenaires au Mali pour déstabiliser le régime d'Assimi Goïta, qu'est-ce que Guterres a dit? Il dit non, ce ne sont pas des mercenaires. Vous voyez, quand vous voyez ça, c'est-à-dire l'Occident et l'OTAN, tout ça, ce sont des alliés de l'OTAN, ils ont leur loi à eux. C'est-à-dire, c'est comme ça, le monde doit fonctionner et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand ils ont battu, ils ont bombardé toute une nation pour mettre quelqu'un au pouvoir, c'est leur homme, c'est leur sous-préfet, c'est leur homme. Ils ne peuvent pas aujourd'hui dire que on va l'enlever pour remplacer celui qu'on a vitrifié hier. C'est pas possible. Parce que les Occidentaux, ils planifient les choses ahead of time. Alors, quand Babo s'en va vers eux, vous ne pensez pas qu'il est un peu naïf encore, une fois de plus? Bon, Babo, il y a cette naïveté-là. Je m'excuse, mais celui qui a mis le feu à ta maison, tu ne peux pas aller lui dire de venir t'aider à éteindre le feu. Et ça, c'est ce que nous, les enfants de Babo, on lui reproche un peu. La solution ne viendra pas de ces gens-là. Qui dit Antonio Guterres, qui dit Choi, qui dit Ban Ki-moon, c'est les bonnets blancs bonnets. On ne peut pas trouver de solution avec ceux-là. Ban Ki-moon ne peut pas venir dire à Ouattara, il ne faut pas faire ton 4e mandat parce que, non. Au contraire, ils vont l'encourager à violer la Constitution parce que ceux-là n'ont jamais considéré les pays africains comme des pays. Nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des sujets. Eux, ce qui les importe, c'est les ressources que nos pays renferment. Donc, nos constitutions ne fonctionnent pas. Parce que quand ils viennent là, ils viennent avec des bombes. D'accord. Merci, M. Adjei. Alors, je voudrais dire bonsoir à M. Dunga. Bonsoir, maman. Bonsoir, M. Adjei. Bonsoir, Mme Jacques Rocher. Bonne heureuse année encore. Merci. Mais voilà. Merci, M. Dunga. Voilà, nous sommes là ce soir encore. On est en Côte d'Ivoire, M. Dunga.
M. Ouattara a fait son fameux discours pour, pour la fin de l'année et apparemment, il a donné des réponses à tous ceux qui essaient de lui faire comprendre qu'il doit aller à la retraite. Il dit qu'il est très valide, il est en bonne santé, etc. Vos impressions? Draman Ouattara, il est puissant parce qu'il n'y a pas d'homme en Côte d'Ivoire. Mais le discours que Draman a dit, c'est le discours qu'il prononce chaque année. C'est le même discours. Ce sont les dates qui changent. En 2020, il est. En 2020. Hein? C'est les dates qui changent. C'est le même discours. Oui, parce qu'on dit que ce sont les dates qui changent. Oui, ce sont les dates qui changent, mais le contenu est toujours le même. Alors, Monsieur Draman, il se moque des Ivoiriens. Draman Ouattara se moque des Ivoiriens parce qu'il sait qu'il n'y a personne en face. Il se moque éperdument des Ivoiriens. Il ne répond pas aux préoccupations des Ivoiriens. Draman Ouattara répond à ses propres préoccupations. Bon, je vois, il y a des gens qui sont en train de s'extasier. Oui, Draman Ouattara va faire des élections apaisées. Mais il a dit ça en 2015, il a dit ça en 2020. C'est pas la première fois que Draman Ouattara prononce le mot cette phrase, élection apaisée. C'est pas la première fois que Draman Ouattara, à chaque année électorale, Draman Alassane a toujours dit ça. Mais on a vu, en 2020, on a coupé tête d'un enfant. Vous voyez. Toussaint, bon. Vous voyez, on a brûlé toute une famille entière à tout maudit. Tout ça pour Alassane. Bon, donc, j'ai écouté le frère Guéhi sur l'élection. Je vais vous dire une chose. Moi, mon bulletin de vote, là, ça me coûte cher. Ça coûte très cher. Mon bulletin de vote coûte très cher. Donc, je ne peux pas aller jeter, moi, mon bulletin de vote dans une poubelle. Je vais vous dire une chose. L'opposition ne maîtrise rien en matière du processus électoral qui est en place, la commission électorale indépendante. L'opposition ne maîtrise rien dedans. Ils ont des doubles ordinateurs. Il y a ce que vous voyez devant tout le monde et il y a ce que où ils s'en vont verser les résultats sur le terrain dans leur serveur. Et ce sont leurs serveurs qui vont, à partir de ça, qui vont proclamer les résultats. Moi, je vais être très clair. Si l'opposition, il ne s'agit pas d'aller siéger dans la commission électorale indépendante, paraît-il que le PPS est en train de demander une place. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui va faire que l'élection sera juste et transparente. C'est pas ça. J'ai dit ils ont double ordinateur. Toi, tu vas aller où il y a leur serveur là. Toi, tu vas aller travailler là-bas. Moi, je vais être très clair et je vais lancer mot d'ordre. Si cette commission électorale demeure en place pour aller aux élections, j'appellerai les Ivoiriens à boycotter cette élection. Parce que ça ne sert à rien. Le boycott ne fera que confirmer M. Ouattara. Mais au moins... Dans tous les cas, c'est biaisé dans tous les cas. côtés. Donc, en ce moment, quel boycott vont faire? Parce que quand j'ai parlé aussi, quand j'ai parlé du revers de la main, tu as dit non, mes parents sont morts, ils ont été tués, ceci, cela. Moi, mon oncle, il était au village. Les rebelles sont venus les découper en morceaux dans le village. Les villageois se sont jetés en brousse. En avril 2004,
Avril 2004, c'est sorti même dans les journaux en Côte d'Ivoire. Moi, mon oncle. Vous voyez? Donc, il faut que l'opposition prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que oui, c'est pas parce qu'on n'a pas mis Gbagbo sur la liste que on va faire la guerre, on va faire la guerre. Mais on a refusé la candidature de Draman Ouattara, il est allé préparer, comment ça s'appelle, une armée qui est venue attaquer un pays de la Côte d'Ivoire. Et on passe à perte et profit, comment ça s'appelle, les 60 000 morts qu'a causé l'armée de Draman Ouattara. Voici le problème. Donc, vous allez partir voter. Vous ne votez pas. Aujourd'hui, là, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, il peut proclamer le résultat pour dire que Draman Ouattara a gagné les élections présidentielles de 2016. Oui! Mais parce qu'on a des gens qui sont au cœur du système. Et je sais que les oppositions, ils ont aussi des gens dans le système. Mais s'ils laissent aller, parce que le problème n'est pas une affaire de faire une coalition, Laurent Gbagbo, comment ça s'appelle, Thiam sera candidat, tout le monde va le voter. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On a vu en 2010. Ce n'est pas ça. Donc, tant que l'opposition n'arrache pas, je ne dis pas que l'opposition n'a qu'à contrôler, comment ça s'appelle, la commission électorale indépendante. De toute façon, on ne peut pas aller dénicher un ange pour venir être président de la commission électorale indépendante, mais l'opposition doit avoir une maîtrise de tout le processus électoral. Sinon, ce n'est pas la peine d'aller à une élection. Merci, maman. Oui. Alors, M. Ouattara dit qu'il est valide. Hein? D'ailleurs, il y en a qui nous parlent même de la 4e, 5e République. Je ne sais même plus quel est le rang qu'occupent les républiques en Côte d'Ivoire. M. Ouattara vient nous faire ce discours. Est-ce qu'on va continuer? Vous pensez qu'il va maintenir ce flou-là et puis le jour du dépôt des candidatures, on va voir qui va les déposer, ou bien vous pensez que vers la fin, il va quand même avoir le courage de dire aux Ivoiriens qu'il est candidat? Vous voyez, il y a 3 pays qui monopolisent l'humanité entière. Heureusement que la Russie est en train de libérer un certain nombre de pays. Il y a la France, l'Angleterre et l'Amérique. L'Amérique, c'est l'armée de l'Empire romain. Je vous dis que l'Empire romain n'est pas mort. C'est l'Empire romain qui dirige le monde actuel. C'est eux qui sont allés coloniser le monde entier. Et c'est eux qui maintiennent une maîtrise totale sur le monde entier. Et tout ce que la France fait à la Côte d'Ivoire, tout ce que la France fait dans ses colonies, l'Amérique donne sa caution, l'Angleterre donne sa caution, et les autres pays de l'Europe suivent. Parce que c'est au profit de toute l'Europe. Quand la France pille les richesses de l'Afrique, c'est au profit de toute l'Europe. Quand la France, ça va prendre les matières premières moins chères, elle les revend aux pays européens moins chères aussi. Donc, eux tous profitent, je le répète. Quand la France vient piller l'Afrique, les pays de toute l'Europe sont derrière avec la France parce que c'est la France qui vient prendre nos ressources et s'en va revendre aux pays européens à des prix allégés. Donc, ça profite à toute l'Europe. Donc, ne pensez pas que c'est l'Europe qui va venir donner la liberté à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la France peut nous faire croire qu'il ne supporte pas Draman Alassane. C'est faux. C'est faux. Parce que la France n'a pas supporté Gbagbo. Hier, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont supporter Gbagbo. D'abord, eux-mêmes, ils ont clairement dit
Gbagbo est infréquentable. Est-ce qu'ils sont venus dire que non, Gbagbo est devenu fréquentable? Monsieur Thiam, ils font croire qu'eux, ils supportent Thiam. Mais je vais vous dire une chose. Le sorcier, quand il montre son doigt droit là, c'est derrière, il faut regarder. C'est pas devant. C'est comme ça le sorcier agit. Quand il montre son doigt devant, ça c'est l'homme bon qui montre le doigt devant et c'est devant. Mais le sorcier, quand il montre devant là, il faut regarder derrière lui. C'est là-bas. Parfois, il montre à la patte. Hein? Ah oui, les sorciers, vous serrez la main à tout le monde là. Il y a les sorciers là. Quand tu tends ta main là, il prend ton doigt, il met dans son cul là-bas. Oui, faites très attention. Quand tu lui tends ta main, lui il soulève sa patte. C'est même pas pied, hein? C'est sa patte. Quand tu lui donnes bisou, c'est sa langue de serpent, il prend pour te faire bisou. Hey. Non, sorcier, on les connaît. Bon, donc, ce qu'ils sont en train de faire, je vais vous dire une chose. Ne pensez pas que, parce qu'ils ne peuvent pas dominer, ils ne pourront pas dominer 100% M. Thiam comme Draman le fait présentement. Ils ne peuvent pas. Donc, ils sont dans une position très délicate. Si Draman pose sa candidature, la France va dire quoi? La France va dire non. Non. La France va dire que c'est une affaire ivoiro-ivoirienne et on n'a rien à voir dedans. C'est ce que chose a dit Macron. Quand Draman a dit qu'il ne se présentait pas, Macron l'a félicité. Mais quand, comment s'appelle, Draman s'est présenté, la France a dit, ah, ça c'est entre eux les Ivoiriens. Sinon, il a félicité, mais si entre eux les Ivoiriens ont accepté qu'il soit leur candidat, moi je n'ai rien à m'ingérer dedans. Macron a dit ça. Ok. Donc, Draman Ouattara est en train de faire passer le suspense pour ne pas donner beaucoup de temps aux Ivoiriens de réagir. C'est ce qu'il a fait en 2020. C'est à la dernière minute, il va se passer depuis eux, déjà eux se préparent. À la dernière minute, il va venir annoncer gaillardement. La France va dire non, on n'a rien à voir dans les élections, c'est fini tant en temps, la France-Afrique, ce n'est plus la même chose, les Ivoiriens n'ont qu'à se débrouiller. Et on va aller aux élections et Draman va gagner avec son cerveau caché et puis c'est terminé. Et puis c'est terminé. Alors, comme M. Adamana, comme M. Agueï m'a rejoint maintenant, il faut une force brutale pour enlever Draman au pouvoir. Draman, je suis à New York. Venez me chercher. Ah oui, parce qu'ils sont forts dans ça, ils vont chercher les gens ils sont forts dans ça. Dans les pays à européens. Cause de ça, mon permis est périmé depuis 3 ou 4 ans, je ne peux pas aller là-bas. J'ai allé à l'ambassade, ils vont me faire comme Khashoggi. À l'ambassade de Khashoggi, c'est à l'ambassade de l'Arabie Saoudite, comment ça s'appelle, en Turquie. Il va le faire comme Khashoggi. Donc, mon cher, de toute façon, le passeport vert, je n'en ai pas. Partout où je veux partir dans le monde, j'ai mon passeport, ma carte d'identité, et puis je m'en vais. Parce que là, si vous allez à l'ambassade, vous êtes sur un territoire ivoirien. Je suis sur un territoire ivoirien. Votre président américain ne pourra rien. Non, il ne pourra rien. Ils vont vous prendre. La seule chose qu'ils ne pourront pas faire, c'est de vous faire sortir de là. Ils ne pourront pas vous tuer parce que c'est sur le territoire américain. Ah non, ils peuvent me tuer. Ils peuvent me tuer dans c'est leur territoire. Hein. Ils peuvent me tuer. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce que l'Arabie Saoudite a fait à Khashoggi, en Turquie. Il est parti dans l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Non, la Turquie, ça c'est une autre affaire. Mais aux États-Unis ici, même si les États-Unis, c'est-à-dire que même la voiture de l'ambassadeur c'est considéré comme le territoire ivoirien. Donc, on va vous mettre dans la voiture pour aller vous jeter dans le prochain vol qui va à Abidjan. Si je sors de là, si on me fait sortir de là, au moins, les gens vont dire, hey, arrêtez la voiture, là. Même si l'avion décolle, on va dire, bon, et l'avion qui vient de décoller, elle n'a qu'à descendre.
Mais ils vont pas faire ça. Ils vont me cajoguer. Ils vont me cajoguer dans l'ambassade. Mon cher, c'est pas honneur. C'est pas honneur qu'on veut avoir. On va avoir le passeport ivoirien. Sinon, c'est pas par nécessité. C'est par honneur, pour faire honneur à notre pays. Sinon, c'est pas par nécessité. Je n'ai même pas besoin du passeport ivoirien pour faire quoi que ce soit. Vraiment. Parce que vous savez, d'ailleurs, je parlais avec quelqu'un la dernière fois, je crois que c'est une de mes sœurs qui me disait comme ça. Je disais, faut que j'aille au pays. Elle dit, tu ferais mieux de rester tranquille chez toi là-bas et puis tu fais la grande gueule là. Reste tranquille là-bas parce que si jamais tu arrives à l'aéroport, tu seras très vite reconnu. Je dis non, mais ils ne vont pas me reconnaître. Ma photo, c'est la photo quand j'étais encore bien jeune. Elle dit, ma chérie, ton nom est figé dans l'ordinateur. Dès que tu donnes ton passeport, ça clignote. Donc, c'est-à-dire, dès que tu as pris le billet d'avion, on sait déjà à l'ambassade que tu as Dougan Kwasi Emanuel a pris le billet d'avion. Je crois, dans le pays, le pays où l'avion part. Le pays, oui, d'atterrissage. Donc déjà, on sait que Dougan Kwasi Emanuel arrive à Abidjan, gaillardement, on va le pêcher comme 007. Super 007. Directement à la maca. Ça va chauffer, hein, monsieur Dougan, ça va chauffer. Bonne heureuse année, tout le monde. Bienvenue au pays de Dramani. Bon retour, Pasteur Aka, bonne arrivée. Il est parti au pays. Non, il ne nous a pas dit. J'ai l'impression que c'est un espion là maintenant, Pasteur Aka. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour. Pays à chaque fois, je ne suis pas un espion. Tu sais, attention, il y a des gens. Il y a des gens, ils sont là, tu ne sais pas quel passeport ils ont dans la poche. Le pays va bien, le pays est en construction. Va bien là-bas. Oui, tout va bien, on vous attend, c'est tout à part les tensions politiques. On attend après les élections. On vous attend, si c'est Sarah, on attend M. Kwasi, on attend. Après les élections. Après les élections, Draman ne sera plus là. Parce que tout le cinéma il est en train de faire là va tomber à l'eau parce que on va lui arracher cette commission électorale indépendante. Et puis c'est tout. D'accord. Alors, passez à cas. Oui, allez-y, passez à cas. Espérons bien, mais apparemment, c'est pas ce qui est en train de se mettre en place. C'est le début. Nous sommes au début du chemin. On n'est pas encore à la fin. Ça va dépendre de la cohésion entre l'opposition. Déjà réunie, hein. Moi je vous le dis, l'opposition est déjà réunie. L'opposition, la vraie opposition, PDCI, PPACI, c'est des trucs qui ont été déjà signés avec Bédi et Laurent Gbagbo. On ne peut pas dire le contenu, c'est déjà signé. Je le dis souvent, M. Dougan, le problème c'est que le président Ouattara a été très intelligent, il a été fuité d'ailleurs, parce qu'il n'a pas fait que toucher à une seule structure. Tout le monde est focalisé sur la CEI. Mais il n'y a pas que la CEI. Il y a le Conseil constitutionnel qui est complètement biaisé. Il y a le Sénat qui est biaisé. Il y a l'Assemblée nationale. Et toutes ces structures-là appartiennent au RDR. Donc, c'est vraiment une machine très dangereuse que l'opposition a en face d'elle. S'ils ne sont pas organisés, comme dit Pasteur Aka, mais ils vont se faire avoir comme des petits enfants. Hein. Mais de mon point de vue, je ne pense pas que le président Ouattara va être candidat. Parce que il peut l'être. Le désir y est. Mais en politique, il faut savoir partir. Non, mais avec le président Ouattara vouloir se faire. Hein? Voilà. Et je dis que si jamais il confirme sa candidature, il sera obligé de permettre à Gbagbo, à Soro Guillaume, d'être candidat. Pour que la bataille soit réelle. Et c'est par là. Mais c'est là où vous ne connaissez pas vraiment le président Ouattara. Je pense que c'est là où beaucoup parmi vous faites l'erreur. Le président Ouattara ne va pas soucier de dire carrément qu'il est candidat sans que Gbagbo ne soit candidat, sans que Soro ne rentre au pays. Hein. Il peut le faire, il n'a pas de problème avec ça. Pourquoi je le dis? Si il annonce sa candidature, qu'il écarte Gbagbo,
qu'il écarte Soros, nous allons dans une autre crise, dans une autre crise dans le pays. Oui, mais lui, les crises ne le gênent pas, c'est dans les crises, qu'il prospère. Oui, mais justement, cette fois-ci, ça ne sera pas une crise de guerre, mais le pays sera mis sur une transition. Parce que lui, son mandat sera fort closure. Il aura fini son mandat. Et il n'aura pas l'opposition, les gens ne permettront pas d'élection. Et c'est là que ça va envoyer les troubles. Mais étant donné que il ne sera plus président parce que son mandat sera fini, en ce moment-là, on va aller à une élection. Donc, pour éviter que nous nous retrouvons à cette crise, il est obligé de faire une élection inclusive où, avec la magouille, il va les battre s'ils ne sont pas unis. Parce que si ils vont en rang dispersé, lui, il fera en sorte de gagner au premier tour. Il ne va même pas chercher le deuxième tour pour qu'ils se mettent ensemble. Voilà. Donc, c'est la stratégie qui est là. OK, je les permets de compétir. Ils vont aller en rang dispersé. Je m'arrange pour avoir la majorité au premier tour et puis c'est KO. Or, si nous voulons vraiment aller dans le droit, parce que le droit n'est valable quand la loi est respectée, constitutionnellement, il ne peut pas être candidat. Et c'est sur ça que les gens doivent vraiment tenir compte. Mais si on lui permet d'être candidat, il va permettre aux autres de conquérir malgré eux. Parce qu'ils ne seront pas unis. Ça va devenir une bataille PDCI, PPACI, FPI, machin et tout. Et puis il va passer au nez. Voilà. Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, le président Ouattara prospère dans les crises. Parce que c'est l'histoire du troisième larron. Pendant que la crise se bagarre, il prend le morceau de fromage et il est parti. Le président Ouattara ne sera pas gêné que M. Gbagbo ne soit pas candidat. Le président Ouattara sera très à l'aise que les caisses des bureaux de vote soient renflouées. Cela ne va jamais le gêner. Et quand ils vont finir, vous le verrez en costume, bien habillé, très joli, se présenter à la télé pour dire qu'il a été élu. Il félicite tous ses compatriotes parce que le peuple ivoirien l'a voté. Un point, un trait. Ce que vous dites est important. C'est pour cela que je dis que quand je parle de la cohésion parmi l'opposition, ce n'est pas vraiment une cohésion pour aller en candidature unique, non. Aujourd'hui, les revendications qui ont été faites par la cohésion, le changement de la commission électorale, la révision de la liste électorale, le découpage, ce sont des points de oui ou de non, ils doivent obtenir les changements. Parce que c'est des signes déjà qui doivent avertir l'opposition qui doivent permettre à l'opposition d'être dans sa rigueur. Parce que si ces réclamations-là ne sont pas obtenues et que le président Ouattara essaye de faire une inclusion, dit tout le monde venait être candidat, et puis eux, ils acceptent sans ces réformes, sans ces changements pour aller aux élections, ce serait perdu d'avance. C'est pour cela que... C'est déjà perdu d'avance, en fait. C'est complètement perdu déjà. Non, c'est pas perdu parce que l'opposition, jusqu'à là, utilise toutes les voies diplomatiques. Mais ça ne peut pas se passer comme en 2020, parce que sur le terrain aujourd'hui, vous avez le président Gbagbo. Le président Gbagbo qui est touché dans son orgueil parce qu'en 2011, il a gagné les élections. OK? Le pouvoir lui a été arraché par poche. Il est allé en prison. Il a été condamné. Il est sorti acquitté. Il est sur le terrain aujourd'hui. Vous avez le président Thiam, qui est aussi sur le terrain, qui n'est pas un homme à négliger, qui a de l'expérience, qui a aussi un agenda. Il est sur le terrain. OK? Vous avez Bleu Goudé, malgré tout ce qu'il fait, mais il est sur le terrain, il attend, il regarde. Vous avez Mme Simone Edibo Babo, qui est sur le terrain. Soro Guillaume, malgré qu'il n'est pas là physiquement, mais il a une équipe forte qui travaille, qui est aussi sur le terrain. Le président Bédié, qui était l'homme sage, de par son âge, qui était écouté, n'est plus. Je ne pense pas que cette opposition-là va accepter que la Côte d'Ivoire se retrouve à un passage de force
comme en 2020. Ce n'est pas possible. En ce moment-là, ils n'ont qu'à quitter la scène politique, ceux-là. Et puis laisser les jeunes venir. Mais jusqu'à là, de mon analyse, les gens vont doucement et progressivement. Ils essayent d'ouvrir la brèche du dialogue, la brèche de la paix. Mais si le pouvoir continue de rester sur une position de sourd, de ne pas entendre, et qu'ils se disent qu'ils sont les seuls Ivoiriens, ils sont les seuls dans le pays, ils sont les seuls à faire ce qu'ils veulent, à prendre des décisions, en ce moment-là, ben, on dit qu'Abri mort n'a pas peur de couteau. Hein. Premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième Gaou, c'est Nyaka. Donc, cette opposition-là ne va pas être Nyaka, ou bien les Ivoiriens ne vont pas être Nyaka. Il a travaillé, il a construit, il a mis le pays, comme tout le monde le dit, un bilan incontournable. Il a fait ce qu'il pouvait faire, il n'a qu'à partir, laisser le peuple choisir qui va les conduire de nouveau. Il ne peut pas braquer le pouvoir. Nous ne sommes plus autant de faux bannis où c'était un parti unique. Ce n'est pas possible. Et oui, ça, mais vous savez est-ce que vous connaissez la caractéristique principale du dictateur? Non, mais c'est la même chose depuis 2011, 2015, 2020. C'est la même chose. Le dictateur, c'est ce dirigeant-là qui se convainc que sans lui, ça ne va pas réussir. S'il n'est pas là, ça ne va pas marcher. Ça, c'est un. De deux, il est toujours le plus intelligent du groupe. Alors, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui montre ces signes-là, ne vous attendez pas à une quelconque démocratie, parce qu'il n'y aura pas de démocratie. Oui, je suis d'accord avec vous. Il n'y aura que de la dictature. Le président Ouattara est arrivé à un stade où lui-même se convainc qu'il est le meilleur aujourd'hui en Côte d'Ivoire et demain en Côte d'Ivoire, il est le meilleur. Je vous assure que je ne serais pas étonné de voir des gens dire qu'il n'y a pas eu meilleur président en Côte d'Ivoire que le président Ouattara. Parce que ça, c'est l'attitude principale de tous ceux qui se comportent comme des dictateurs. Donc, il se convainc lui-même déjà qu'il est un bon président, il aime son pays, il travaille beaucoup, d'autres n'ont pas fait ça, et on entend ces slogans être répétés par ses suiveurs. Et il ferme les yeux sur les autres aspects qui sont très inconfortables pour le peuple, comme par exemple les arrestations des gens, les gens qu'on met en prison sans aucun jugement, les gens qu'on arrête sans aucune justification. Voilà. Donc, quand vous avez en face de vous un dictateur, à un moment donné, c'est une impasse. Il n'y aura pas de discours politique, il n'y aura pas de dialogue politique. Regardez ce qu'il vient de faire le président Ouattara. Il était prévu qu'il revoie le problème du Conseil constitutionnel dans le débat politique, n'est-ce pas? Mais le débat politique, il est prévu, je ne sais pas si c'est en mai ou juin. Et déjà en janvier, le président Ouattara propose que les députés réfléchissent sur la question du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec quelqu'un qui gère tout, qui commande tout? C'est de la dictature, Pasteur Aka. Non, mais le problème que nous avons, ce que vous dites est juste. Le problème que nous avons, c'est que l'opposition, quand ils vont au débat dialogue politique, par moment, je me demande si eux-mêmes s'adressent à la bonne personne, ou bien pourquoi ils vont. Parce que quand on parle d'un dialogue politique, le dialogue politique doit être ouvert à toutes les institutions, à toutes les structures, à toutes les représentations civiles, comme politiques, comme laïques. Parce qu'il s'agit là des décisions qui engagent le pays. Mais on dit dialogue politique. Ils envoient leurs représentants. Les leaders même ne vont pas. Arrivés là-bas, on leur donne un peu de sucre, d'eau à boire. Ils sont tous oui. Après, ils font un dialogue. Le père avec la sardine. Voilà. Ils disent oui, ok. Et puis, après maintenant, une fois que les accords sont signés, c'est les mêmes là qui reviennent pour dire non, nous on ne veut pas ça. Mais écoute, que le dialogue politique soit franc, qu'on retrouve président Gbagbo, Soro Guillaume,
Simone Ibo Babo, il y a Simone Ivé, Charles Bleu Goudé. C'est-à-dire, les acteurs même de la crise post-électorale, là, plus la France, au niveau de tous ceux qui ont participé à Marcoussi, là, ils doivent se retrouver. C'est-à-dire que ce dialogue-là doit avoir lieu. Il doit avoir un deuxième Marcoussi. D'accord. Et tant qu'il n'y a pas eu ce deuxième Marcoussi-là, tant que la France ne prend pas cette initiative, ou bien tant que les Ivoiriens, l'opposition ne réclament pas cela, le président Ouattara, il fonctionne en fonction des accords de Marcoussi, jusqu'aujourd'hui. Donc, il faut remettre en cause ces accords, ou bien il faut carrément dire que ces accords-là sont périmés. D'accord. Tout ce qu'il fait, c'est en fonction des accords de Marcoussi. Vous savez, Passaka, Ouais. si vous me permettez, quand Allez-y. on est dans une situation de crise comme ça, il faut avoir un organe, une cour ou une juridiction où on peut aller pour s'asseoir et régler ce problème. Le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, si l'Afrique était assez responsable, si l'Union africaine ou bien la CEDEAO était assez responsable, on peut amener cette affaire-là devant cette juridiction et puis on trouve une solution. Mais aujourd'hui, là, c'est-à-dire l'opposition ivoirienne est livrée à elle-même. Ouattara, qui a des amis occidentaux derrière lui, et donc on ne sait pas, il n'y a ni tête ni queue. C'est un désordre complet. Et Je suis complètement d'accord avec vous sur ce point-là. Demain, la crise qu'il va y avoir en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire c'est les Ivoiriens qui vont souffrir cadeau. Parce qu'on ne sait pas à qui se confier pour pouvoir régler ce problème. Non, ce que vous dites là, c'est une analyse, c'est vrai, mais je ne suis pas d'accord parce que c'est vrai que ce monde-là auquel nous sommes, la Côte d'Ivoire, tous ceux aujourd'hui qui ont les marchés, qui fonctionnent en Côte d'Ivoire, qui sont dans le gouvernement, ils sont tous dans le cercle de la franc-maçonnerie. Et ça, j'ai les preuves, j'ai les éléments. Parce qu'on a des parents qui travaillent, mais qui sont dans la franc-maçonnerie. Ils vont à l'église le matin, l'après-midi, ils ont les réunions. Et il y a réunion des femmes, les réunions des hommes. Le Premier ministre, qui comment s'appelle, méthodiste, patron là-bas. Begré Mangbe, méthodiste, ils dansent, et tous dansent. Quand on l'a nommé Premier ministre, ils sont allés danser, alléluia, alléluia, alléluia. Et la nuit, c'est lui le président de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire après le décès de Ahmed Bakayoko. Et il y a des pasteurs même. Il y a des pasteurs même quand tu dis ça, même personne ne doute de ce que vous dites, pasteur. Voilà, il y a des pasteurs même qui sont dans le groupe. Donc, et Jésus-Christ, Yako. Maintenant, pourquoi je ne suis pas d'accord avec le point de M. Aguiyi avec le point de M. Aguiyi, c'est le fait que c'est vrai qu'on peut parler de la communauté internationale. Mais vous voyez, en Côte d'Ivoire, le problème que moi j'accuse toujours les constitutionnels, les juristes, les hommes de droit. C'est-à-dire, ceux-là, on doit les mettre en prison. Parce que les manipulateurs. Moi-même, il faut les pendre. C'est eux qui créent des problèmes. Le président Ouattara, il agit dans sa logique. Il interprète les choses comme il veut. Mais qui doit départager ce qu'il lui pense et ce que la population pense? Ou bien ce que c'est les juristes. C'est les juristes qui doivent mettre leur ego de côté et faire appliquer la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Mais si les juristes eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux, si la Cour constitutionnelle elle-même tord la loi, pourquoi en vouloir au président Ouattara? Il ne faut pas l'en vouloir. C'est vrai. D'accord. Il ne faut pas l'en vouloir parce qu'en fait, quand on parlait du troisième mandat, est-ce que vous avez vu Ouraga Ogbou monter au créneau, qui était le président de la rédaction en ce moment? Il n'est jamais, aujourd'hui, on ne sait même pas où il est rentré en brousse. Un lâche. On parle de Bakongo. Bakongo, il est RHDP, il ne dira pas le contraire. Bakongo, c'est un docteur en droit. Il a dit que Draman connaît le droit plus que lui. Après, il est revenu, il a été clair. Il dit, moi, j'ai dit, mais c'est pas moi. Donc, il ne faut pas l'en vouloir, il a été réaliste. Non, il a été très clair, le président.
Alors, le président, on doit les prendre. On va les prendre. Voilà. Donc, moi, je vais dire qu'il faut que nos constitutionnalistes, nos juristes. Moi, aujourd'hui, j'ai dit à ma fille est juriste, elle qui vient de se marier. Je lui ai dit, si je savais que la loi était tordue comme ça, il n'y avait pas que permet de faire les coups de droit. Merci. Mais elle, au moins, elle peut faire la différence. Elle peut faire la différence. Pas pour le moment, quoi. Sinon, on va la cangouler vite. Non, elle a travaillé à 80% sur le DDR. Mais comme aujourd'hui, elle n'est pas RHDP, elle n'a pas été reclassée, voilà. oui. Donc, ça vous dit que... Votre fille ou bien votre soeur? Non, ma fille, ma dernière. Ah, ok. Elle a 33 ans. Elle vient de se marier. Ok. Félicitations. Oui, merci. Donc... D'accord, mais écoutez, cette semaine, c'est le même train, on est dessus, on va continuer à parler, parce que c'est ça aussi l'amour de son pays. Voilà, nous savons tous que M. Ouattara sera candidat. Ça, c'est une certitude, parce que quand il a commencé comme ça, a dit déjà qu'il est valide, il est ceci, il est cela, je ne sais pas. Vous permettez à une seconde. Moi, je pense que s'il veut être candidat, il peut être candidat. Il n'a qu'à être candidat. On ne peut pas l'empêcher d'être candidat. Parce qu'il déjà dirige le pays. Mais que le circuit électoral, les structures d'organisation soient claires, transparentes, apaisées, et que les réformes de l'opposition soient prises en compte pour que nous... Alors, vous voulez qu'il soit candidat, vous pensez que s'il est candidat, les structures seront claires pour que l'opposition le batte? C'est deux palabres, la structure, et puis lui-même, ça fait deux palabres. Ah bon, d'accord. Ok. C'est très bien. On a bien compris. Vous voulez quelque chose et son contraire en même temps. Demandez à M. Ouattara. Il veut le beurre et l'argent du beurre. Si on dit n'est pas candidat, il veut le beurre et puis il veut la bergère même. La bergère. Il est déjà au pouvoir. S'il veut être candidat 10 fois, il n'a qu'à être candidat 10 fois. S'il soit au pouvoir, ne justifie pas que... Non, la loi l'empêche d'être. Il doit partir. Il doit partir. Et laisser la place à d'autres personnes. C'est aussi simple que ça. Bon, en tout cas, je vous dis merci. Un mot de fin à chacun de vous. 1 minute. Allez-y. D'accord. Monsieur Adjei, allez-y. Ok. Vous voyez, nous sommes dans ce qu'on appelle trouble water. Nous sommes dans une eau trouble. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de raisonnement. On ne peut pas parler droit. On ne peut pas parler logique. Parce que les gens qui sont en face de nous, c'est leur culture de ne pas respecter la constitution de la nation. C'est-à-dire, c'est le vagabondage. Ils veulent vivre en Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Donc, tout ce qui concerne le droit, la loi fondamentale sur laquelle la nation est fondée, ça ne les regarde pas. Quand on arrive à ce point, c'est une seule décision à prendre. Faisons tout pour chasser ces mercenaires, ces commerçants, ces vagabonds, ces hors-la-loi de notre nation. Point. On va demander au président Ibrahim Traoré de venir nous aider à les chasser. On doit passer par tous les moyens pour les chasser parce que on est fatigué. Quand on les voit, on les écoute en train de manipuler la loi. Oui, la loi dit ceci, la loi dit cela. Mais la constitution, là, vous ne respectez pas. Non, c'est tellement aberrant. Et c'est énervant que on ne peut pas discuter. On doit le chasser. Point. Merci. Passez à cas. Oui. Moi, je pense que les Ivoiriens doivent comprendre que c'est toute la communauté internationale qui est contre la Côte d'Ivoire et qui convoite la Côte d'Ivoire à cause de ses ressources et de sa richesse. La Côte d'Ivoire représente est une plateforme stratégique pour le gouvernement mondial.
tous les pays qui sont en train d'être chassés aujourd'hui dans le Sahel, dans le Côte d'Ivoire, ces pays d'Afrique. Donc, si les Ivoiriens ne se mettent pas ensemble pour pouvoir prendre la destinée de leur pays en main, autant ne plus se considérer Ivoiriens. On est tous des êtres humains, et puis c'est tout. D'accord. Mais Le si pays nous, ne nous appartiendra plus. le pays ne nous appartient pas. Voilà. Et puis, c'est tout. Mais sinon, la situation est sérieuse. Ça, il faut le dire. Et la communauté internationale ne nous facilite pas la tâche. D'accord. Merci, Pasteur Akamete. Kwasi Noura. Oui, pour ajouter un peu à ce que le frère pasteur Aka vient de dire, ce n'est pas seulement à cause de nos richesses. Sur le plan mystique, la Côte d'Ivoire est un pays béni par Dieu. Comme l'a dit le pape Jean-Paul II, après la deuxième nation de Jésus, c'est la Côte d'Ivoire après Israël. Tous les mystiques, aujourd'hui, toute la classe politique ivoirienne sont devenus des mystiques. De deux, la Côte d'Ivoire, regardez la Côte d'Ivoire, c'est comme un crâne, une tête. Et la Côte d'Ivoire, c'est où se trouve l'axis de la colonne vertébrale. L'axis est la classe de la colonne vertébrale. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire compte beaucoup aux yeux des mystiques. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, s'ils ont imposé Draman Ouattara, ils vont faire de la Côte d'Ivoire leur programme gouvernemental, c'est-à-dire du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire plus de frontières. Et c'est ce que Draman a envie de faire, plus de frontières. Il y a une vidéo que je vais vous présenter demain, je vais mettre ça sur chose, où Draman Ouattara est en train d'écarter tous les vrais Ivoiriens pour pouvoir supplanter les Ivoiriens des étrangers. Ça, c'est un Français qui a fait cette analyse-là et qui est très juste. Moi, ce que je dis aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est très mal barrée actuellement. Le discours que nous devons avoir maintenant, jusqu'en octobre, est simple. Tous les opposants, vous devrez le dire. Un cabri à coup de queue se perd par un cabri à coup de queue. De la manière dont Draman Ouattara est venu au pouvoir, de cette manière, il doit quitter le pouvoir. Je vous remercie. Bonne nuit et bonne et heureuse année. Merci. Alors, voilà. Merci à vous tous. Bonne nuit, bonne heureuse année. Et puis, on se retrouve le mercredi. Voilà. Par la force, M. Ouattara doit partir, d'après M. Douga. Voilà. Allez, bonsoir.